Bonsoir à toutes et à tous, en ce dimanche 17 mars, voici le sommaire de votre journal. Nous débuterons avec du foot masculin et surtout féminin puisque la SMFF jouait son derby face à l'OGC Nice ce dimanche en Régional 1, à l'occasion de faire un point sur la situation du club rouge et blanc. On parlera cyclisme également avec l'événement du week-end en principauté, le Critérium de Monaco. Et puis des deux roues, nous arriverons au 4x4 avec le rallye des gazelles qui s'élancera dans moins d'un mois. Nous avons suivi l'entraînement d'un équipage avant le grand départ. Et enfin nous parlerons cinéma avec le directeur de l'Institut audiovisuel de Monaco, Vincent Vatrican, nous présentera Une fleur à la bouche. Débutons d'abord ce journal avec de la Ligue 1 et un match très accroché pour les Monégasques face à Lorient. Une rencontre baroque avec 2 buts contre son camp, 2 cartons rouges et au final 2 buts partout. Les Monégasques pensaient tenir la victoire jusqu'à la 95e minute, mais l'ancien assémiste Tchemoué Bakayoko a réussi à égaliser dans le temps additionnel. Les Rouges et Blancs enchaînent un 6e match consécutif à domicile sans victoire et restent 3e du classement. 3e comme leurs homologues féminines qui jouaient cet après-midi le derby face à l'OGC Nice en Régional 1. La SMFF n'a pas fait dans le détail avec une victoire 7-2. Et c'est à l'occasion de ce derby qu'une de nos équipes est allée prendre la température et faire un point sur la situation du club cette saison. Reportage au stade Prince Héréditaire Jacques avec Justin Adel sur les images d'Arnaud Imbert. Jour de derby. La SMFF affronte l'équipe de l'OGC Nice. Les Monégasques ont l'ambition de monter toujours plus haut pour atteindre la division supérieure. Après un essor impressionnant ces 10 dernières années, Monaco stagne depuis 4 ans environ. Monter au niveau supérieur est très compliqué, mais contre toute attente, cette année peut être la bonne. Si vous m'aviez interrogé en début de saison, le premier match, je vous aurais dit on joue le maintien. Là aujourd'hui, je peux dire on joue la montée. Lorsque vous avez sur les 24 joueuses qui étaient l'année dernière, 20 joueuses qui partent, c'est très très difficile de revenir dans le championnat avec un groupe que l'on ne connaît pas, avec des joueuses que l'on ne connaît pas non plus puisqu'elles viennent de l'extérieur. Et on se dit, est-ce que ça va prendre ? Ce groupe vit comme s'ils étaient ensemble depuis 2-3 ans. Et c'est ce qui nous permet d'être dans les hauteurs du championnat et avoir encore cette possibilité de pouvoir participer au barrage pour la montée en Détroit. Face à la complexité du système pour atteindre des barrages et espérer une montée, le soutien du public est très important. D'autant plus que le sport féminin contribue lui aussi au rayonnement de la principauté. Le football féminin en principauté mérite d'être un peu mis en avant et d'exploser parce qu'on voit aujourd'hui que le niveau il est là et c'est important quand même de pouvoir les soutenir et de faire en sorte de les aider à évoluer encore plus haut et de les mettre en avant, de faire en sorte que le foot féminin soit reconnu comme il se doit en principauté. Le match contre l'OGC Nice est déterminant. Il faut gagner pour espérer remporter le championnat. Heureusement, la bonne entente dans les vestiaires facilite la cohésion du groupe. On a un groupe assez solide, c'est vrai qu'on a un groupe restreint, donc c'est ce qui fait notre force, entre guillemets. Mais on a une bonne cohésion d'équipe et ça se passe très bien, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Ce match-là, on veut le prendre, encore plus par rapport au contexte de la saison. Ce qu'on veut, c'est gagner le plus de points possible. Donc là, les 3 points aujourd'hui ne sont pas décisifs, mais ils sont importants. Donc là, aujourd'hui, on cherche qu'une chose, c'est la gagne. La rencontre est une formalité pour les Monégasques. Elles développent leur jeu, produisent une attaque offensive et construisent une défense solide. Une recette qui leur a permis de remporter ce derby haut la main. L'événement sportif de ce week-end en principauté, c'était le 49e Critérium cycliste de Monaco. Plusieurs courses pour différentes catégories pour ce qui était une édition particulière à quelques mois du Tour de France pour lequel Monaco accueillera le départ de la dernière étape. Découvrez le reportage de Justin Adel et Arnaud Imbert. Allez, c'est parti pour 20 tours. Non, ce ne sont pas des cyclistes du dimanche. Ils jouent la compétition. Pour certains, ils se préparent depuis longtemps. Cette année, ils sont nombreux à avoir répondu présent pour une 49e édition. Des plus jeunes aux plus expérimentés. Alors on attend environ 250 participants sur l'ensemble de la journée.
avec les courses qui ont commencé tôt ce matin. On a une trentaine d'adhérents du club qui sont sur la manifestation entre les courses du matin et les courses élites cet après-midi. On a des coureurs qui viennent de Aubagne, de la Seine, de Marseille. On a une grosse visibilité. Sur un circuit de 1330 mètres, tous se démènent pour espérer monter sur les marches du podium. Le nombre de tours, lui, varie selon les catégories, allant de 1 à 50 tours. Un enchaînement de courses de 9h à 17h permet au public de profiter de l'événement tout au long de la journée. Ce circuit maintenant il commence à prendre une certaine envergure même au niveau international grâce au biking qui a eu lieu ici même au mois de novembre. En plus on arrive bientôt à une grosse échéance pour la Principauté et pour la Fédération monégasque de cyclisme qui est le départ de la dernière étape du Tour de France qui aura lieu ici même au mois de juillet. Une manière d'intéresser le public et tenter d'obtenir de nouveaux adhérents. L'engouement est réel, notamment grâce à ce contexte. En fin de journée, différentes récompenses sont attribuées. La plus prestigieuse, le trophée Jean-Luc Schopf décerné au vainqueur de l'Elite Open. Un critérium réussi encore cette année. Comme quoi, Monaco est devenu une terre de cyclisme. Vous le savez donc, Monaco accueillera le départ de la dernière étape du Tour de France 2024. L'organisation recherche toujours des bénévoles pour assurer cet événement. Si vous êtes passionné de vélo et majeur, il vous faut contacter directement la direction du Stade Louis II au 92 05 40 12 ou par mail à direction-stade-louis-2@gouv.mc. Fin des candidatures ce mercredi 20 mars. La directrice du Stade Louis II, Sylvie Bertrand, s'apprête d'ailleurs à participer au rallye Aïcha des Gazelles avec sa partenaire Céline Cotta-Lorda. Elles représentent leur association, les Suricates de Monac, et ont pour objectif de récolter des fonds pour la fondation Panzi. Le départ est dans moins d'un mois à présent, et pour parcourir le désert marocain en 4x4, il est nécessaire de s'entraîner. Pour cela, elles peuvent compter sur l'aide des pompiers de Monaco et des membres du club Passion Aventure 4x4. Reportage d'Alban Gingembre et Hugo Comaza. Céline et Sylvie se sont lancées dans la folle aventure du rallye des Gazelles. Elles vont parcourir le désert marocain à bord de leur 4x4 pendant 2 semaines. En attendant, c'est aux côtés des pompiers de Monaco que l'équipage se prépare. Les grosses pierres comme ça, il faut que ta copilote elle ait de la lecture pour que les pierres tu les prennes sur tes bandes de roulement, pour pas venir éventrer ton pneu sur le flanc. Et tout ça c'est le guidage, parce que toi quand tu arrives tu sais pas la pierre comment, si tu la prends bien ou pas. En fait c'est tout ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir les yeux à l'extérieur. Ils nous font un stage de pilotage et puis qui vont aussi nous apprendre à naviguer, à ce qu'on se comprenne bien entre nous, donc c'est super. On profite de leur expérience et on essaye de mettre à profit tout ça pour que le jour J, c'est-à-dire bientôt, nous soyons au top pour qu'on puisse envisager de dépasser tous les problèmes sans s'affoler et en ayant confiance dans le véhicule qu'on va avoir. Mettez roue droite, droite, nickel. Voilà. Au programme du jour, entraînement à la navigation et aide à la conduite sur un vaste terrain de jeu semé d'obstacles. Voilà. Bien entendu, quand tu mets courte longue, tu te mets en neutre, on est bien d'accord. Voilà, là 2 roues motrices pour la route, tu te rappelles. 4 longues pour les pistes et 4 courtes pour le franchissement. Ok ? C'est bon ? Les pompiers de Monaco interviennent régulièrement en dehors de leurs fonctions auprès de la population, car même sans l'uniforme, le moteur, c'est la passion. On aime bien donner transmettre le savoir qu'on peut acquérir dans notre profession sur justement des personnes civiles et les aider en fait. Là, ça touche aujourd'hui sur la conduite hors chemin. Donc là, il n'y a que des passionnés de 4x4 avec les 4 collègues avec qui je suis monté. Mais ça peut toucher d'autres sections du corps, type la section secourisme, qui a aussi été mis à contribution pour former l'équipage aux gestes de premier secours et sur l'extinction des incendies, début d'incendie à bord d'un véhicule également, situation à laquelle elles peuvent être confrontées. Donc en fait, c'est 2-3 services qui ont collaboré sur cette formation. Là, tu commences à tourner à gauche. Voilà. Vas-y. Et tu viens mettre tes roues là. Vas-y, tourne.
Les Suricates de Monac sont sur la bonne voie, top départ le 12 avril. L'objectif en participant à un événement d'une telle ampleur, c'est de mettre en avant leur association et récolter des fonds pour la Fondation Panzi. On suivra évidemment leur parcours avec beaucoup d'intérêt. Le grand rabbin de France était l'invité ce mercredi soir de la Monaco Méditerranée Foundation. Raïm Corsia a tenu une conférence intitulée Bible et écologie, un thème qui a permis de mettre en lumière l'intérêt des textes juifs pour la préoccupation environnementale. Retrouvez son entretien avec Émilie Rousseau. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir. Un mot tout d'abord sur la guerre qui oppose Israël contre le Hamas. Vous vous êtes déjà exprimé à plusieurs reprises sur le sujet en appelant à construire un avenir de paix entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est un appel que vous lancez encore et toujours ? Mais Israël est en train d'essayer d'abord de sauver ses otages, deuxièmement de se protéger son territoire, c'est le rôle d'un État, et puis de sauver les Palestiniens de Gaza de l'emprise maléfique du Hamas. Les Palestiniens de Gaza sont otages du Hamas qui les utilise comme bouclier humain, qui les utilise sans vergogne aucune et sans compter le prix du sang qu'il impose à son propre peuple. Donc là, il faut juste que, si j'entends de ci, de là les appels pour un cessez-le-feu, il suffit que le Hamas rende les otages et puis les choses pourront évidemment s'organiser. Et face à cette tragédie, à la hausse des actes antisémites en France, vous avez appelé aussi à protéger le vivre ensemble, à la solidarité. L'antisémitisme, c'est une des conséquences du 7 octobre et c'est mondial. C'est ça qui est terrifiant, c'est que c'est mondial. Comme si localement les gens expliquaient que s'il y a des problèmes par le monde, c'est forcément la faute des Juifs. C'est le rôle de bouc émissaire qui est insupportable quand on pense à l'augmentation des faits antisémites, mais également des faits antichrétiens en France. Par exemple, l'an passé, il y a eu 537 faits antichrétiens en France. Et le ministère de l'Intérieur, le Premier ministre, le président, le gouvernement ont mis en place une mécanique d'étude des faits antireligieux dans le pays. Et on sait qu'au moment de, là maintenant, pendant le Ramadan, les mosquées sont protégées. Pendant Pâques et Noël, les églises et les temples sont protégés. Pendant les fêtes juives, les synagogues sont protégées. C'est une situation qui n'est pas acceptable, que le fait de pratiquer son culte, sa foi, ce qui devrait rapprocher les uns et les autres, puisse servir de prétexte à quiconque pour faire du mal. Et c'est intolérable dans une république comme la nôtre. Raïm Corsia, revenons à la raison pour laquelle vous êtes ici en principauté. Vous êtes l'invité de la Monaco Méditerranée Foundation sur le thème Bible et écologie. Les deux sont étroitement liés ? Je pense que la Bible, qui raconte les invariants de l'humain, la Bible, ça ne raconte pas l'histoire d'Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rachel, Rebecca, Léa. Ce sont des personnages formidables, les patriarches, les matriarches. Ça raconte ma vie, votre vie, la vie de chacun et chacune, de tous les temps, tous les lieux. Et donc l'un des invariants de l'humain, c'est la protection de la nature. Donc on doit le retrouver dans la Bible. Et ce soir, le travail que je vais essayer de faire avec l'ensemble du public, c'est de retrouver dans la Bible les mécanismes de protection de l'environnement qu'on retrouve aujourd'hui comme si on découvrait, j'allais dire, le fil à couper le beurre. La réalité, c'est que nous avons depuis toujours cet intérêt, cette obstination de protéger la nature. Oui, elle offre quelques perspectives intéressantes à ce sujet. Oui, par exemple, regardez la jachère, quelque chose qu'on retrouve dans la Bible, qui dit simplement « Arrêtez de vous obstiner à tirer tout le temps de la terre. Laissez la terre se reposer. Une année tous les 7 ans. Alors après, ça va être une année tous les 6 ans, on peut discuter comme on veut. Mais le principe de demander à la terre de donner et à un moment de la laisser j'allais presque dire recharger ses batteries, se recharger, se refaire. Par exemple, on sait que les paysans ne cultivent pas tous les ans la même chose sur les mêmes terres, parce que ça épuise littéralement la terre. Donc voilà un principe que la Bible propose, ou encore le nouvel an des arbres. Une sorte d'attention particulière aux arbres, parce que, comme le dit la Bible, l'homme est un arbre des champs. En fait, et la grande différence, parfois, de l'écologie politique, c'est que c'est une écologie dans la Bible qui est un humanisme avant tout. Et aussi, les fêtes juives ont toujours un lien écologique. Oui,
c'est vrai. Les fêtes juives sont toujours liées au semail, au moment où on plante, au moment où on récolte, au moment où on rassemble tout ce qu'on a récupéré, au moment où on plante les arbres fruitiers. Bref, les fêtes juives sont toujours liées aux saisons, je dirais presque au travail de la terre, comme si c'est en travaillant la terre qu'on arrive à retrouver un lien avec Dieu. Et l'homme serait né cultivateur. En tout cas, il espère. Et personne n'espère plus qu'un cultivateur. Parce que vous plantez et vous devez espérer qu'il n'y ait pas de gel, qu'il pleuve ce qu'il faut mais pas trop, qu'il y ait du soleil mais pas trop. Et que dans cet équilibre entre le bien qui peut devenir mal, trop de soleil c'est une catastrophe, juste ce qu'il faut c'est une bénédiction, juste de l'eau c'est une bénédiction, trop d'eau c'est une catastrophe, un peu de frais mais pas de gel. Bref, toute cette espérance construit un lien forcé, je dirais, avec Dieu si vous y croyez, ou avec la nature si vous espérez soit en l'homme, soit en Dieu. Et encore aujourd'hui, c'est l'un des grands défis planétaires qui nous concernent tous, cette protection de la planète. Oui, on le voit ici, je veux dire en Europe, dans l'Occident, mais il faut penser à ce qui se passe dans le Sud, la déforestation massive, l'augmentation de la zone désertique. Moi j'allais souvent en Afrique quand j'étais dans les armées, on voit bien que le désert littéralement avance. Et je crois qu'on mesure les questions écologiques qu'à l'aune de nos petits désagréments locaux, il faut les penser dans un grand ensemble qui s'appelle la planète. Donc c'est un ouvrage commun pour protéger la maison commune. Eh bien, merci beaucoup, Raïm Corsia, d'avoir été notre invité ce soir. On le rappelle que vous interveniez lors d'une conférence donnée par la Monaco Méditerranée Foundation. Merci beaucoup. Au revoir. C'était aujourd'hui la Saint-Patrick, une fête chère au prince souverain puisqu'on le rappelle, la famille de la princesse Grace était d'origine irlandaise. Sur le marché de la Condamine aujourd'hui, à partir de midi, diverses animations étaient proposées entre décorations, musique, plats typiques et groupes de danseuses irlandaises. Un nouveau joli prétexte pour sortir et se rassembler entre amis. Cette Saint-Patrick vient clôturer une semaine plutôt festive en principauté puisque ce jeudi, le prince souverain a fêté ses 66 ans. Un anniversaire événement attendu et célébré à l'initiative de l'association Objectif Monaco. Sur le rocher, Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni ont participé aux festivités. Ils étaient près de 9000 sur la place du Palais Princier ce jeudi 14 mars afin d'y célébrer l'anniversaire du prince Albert II. Organisé par l'association Objectif Monaco et à l'image de la fête nationale, cette manifestation aura permis de rappeler l'attachement de la population monégasque envers son chef d'État. Il y a beaucoup de nos membres qui nous posaient des questions sur des sujets qui auraient pu être à l'ordre du jour pour des futurs débats. Et beaucoup s'inquiétaient par rapport à l'actualité aussi autour de la principauté et voulaient marquer leur attachement pour la principauté, la famille princière et le souverain. Et on s'est rapidement rendu compte que l'anniversaire du souverain arrivait et ça pouvait être une belle initiative de venir marquer notre attachement et notre présence pour le soutenir et voilà, être là tous ensemble. C'est juste un rassemblement et pour montrer notre soutien. Voilà, ça fait du bien de temps en temps de s'unir et de se retrouver tous ensemble sur la place du Palais, en dehors de la fête nationale, qui est peut-être un peu plus classique. Donc là, l'événement est encore plus fort. Après une apparition à la fenêtre saluée par la foule et l'hymne monégasque joué par l'orchestre des Carabiniers du Prince, la famille princière s'est rendue au plus près de la population. C'était un événement exceptionnel et on a apprécié, on a pu manifester au prince donc l'attachement à lui, à sa famille et c'était extraordinaire. Franchement de base j'étais même pas au courant mais ça fait vraiment plaisir, il y a beaucoup de monde, l'ambiance elle est vraiment jolie. On a vu le prince en haut de la fenêtre, il est même descendu, donc c'était vraiment sympa. Tout s'est bien passé, on est content de soutenir notre prince. En plus de ça la princesse, ça se voit ils sont proches des monégasques. Et du coup des gens qui sont à Monaco et des gens qui étaient à la fête, ils nous ont fait coucou. Franchement c'était génial. Je pensais que c'était un très bel événement.
pour le prince et pour toute sa famille. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien. C'est important pour la principauté, c'est quelque chose qui devait être fait et nous sommes contents d'être là. Monégasque, résidents, touristes, cette manifestation publique, spontanée et festive aura conquis l'ensemble de la population. Les mardis du cinéma de l'Institut audiovisuel de Monaco proposent ce 19 mars la projection du docu-fiction Une fleur à la bouche, une œuvre d'Éric Baudelaire qui sera présent le soir même au Théâtre des Variétés. Le directeur de l'Institut audiovisuel, Vincent Vatrican, vous présente ce film au micro de Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Une fleur à la bouche, c'est le titre du film d'Éric Baudelaire et c'est en partenariat avec le nouveau musée national de Monaco. Expliquez-moi ça. Alors c'est un partenariat qu'on a initié avec le nouveau musée il y a peut-être 10 ans maintenant. L'optique est de montrer un film d'artiste, donc un film réalisé par un artiste qui travaille dans l'art contemporain, plutôt vidéaste ou plasticien, que sais-je, mais qui s'intéresse aux médias cinéma. Alors justement, quand on parle de films d'artistes et contemporains, des fois c'est difficile d'expliquer de quoi ça parle. Là, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on peut arriver, est-ce que vous pourriez arriver à nous expliquer un peu l'histoire? Oui, enfin, j'espère très simplement. C'est un film de dispositif. Deux dispositifs. Premier dispositif, première partie du film, un documentaire. Deuxième dispositif, on est dans la fiction. C'est du coup un docu-fiction alors? C'est un docu-fiction, mais c'est important de dire que c'est deux séparé. Temps différents. Ouais. Le premier temps, en fait, Éric Baudelaire va filmer dans le plus gros marché de fleurs en Hollande, de manière documentaire, comment les fleurs en bouquet sortent de ces usines, avec comme idée derrière quand même qu'il va adapter une nouvelle de Pirandello qui s'appelle Une fleur à la bouche, et où l'idée c'est que la fleur est devenue le manifeste de la maladie collective. C'est-à-dire que en filmant cette usine dans la durée, on comprend aussi une économie qui est l'économie libérale, la production intensive, donc toute chose qui joue sur l'humain, pour ensuite nous montrer dans une deuxième partie un personnage en termes de fiction. Oxmo Puccino, le rappeur. Tout à fait, le rappeur, très convaincant dans le rôle, qui se sait atteint d'une maladie mortelle et qui du coup vit ces instants filmés comme s'ils étaient les derniers, avec un appétit de vivre chaque seconde. Donc la réponse d'Éric Baudelaire à quelque chose qu'il a toujours travaillé en tant qu'artiste, c'est-à-dire de montrer le point de vue des exclus, des maudits, des malades, c'est de dire que peut le cinéma? Eh bien, il peut encore filmer les dernières lueurs de vie. Et du coup, c'est un film à voir, d'autant que, précisons-le, l'artiste sera là le soir pour nous présenter le film et échanger avec le public. Et il y aura le lendemain une rencontre un peu plus approfondie sur son travail plus large artistique. Allons voir donc Une fleur à la bouche. Merci Vincent. Merci Fabien. La vie est tellement vorace. C'est par un lien tout fin qu'on y est lié. Le fil tout mince de la mémoire. Dedans, mais à distance. Un film qui révèle toute la poésie d'Oxmo Puccino. Rejoignons à présent Justin Del pour les prévisions météo de ce lundi avec un temps plus ensoleillé pour commencer la semaine.
Effectivement Yannick, pour commencer la semaine, le soleil sera plus ou moins de retour. En début de matinée, du brouillard est attendu avec majoritairement des nuages. Rassurez-vous, dès midi, les rayons de soleil ne manqueront pas à l'appel et vous permettront de profiter pleinement de votre après-midi malgré quelques nuages persistants. Le tout avec des températures homogènes, 13 à 15 degrés tout au long de la journée. La mer, elle, ne bouge pas avec une température approchant approximativement les 15 degrés. Le soleil se lèvera à 6h34 et vous pourrez admirer le coucher de soleil à 18h41. Cyril, demain, c'est votre jour. Cette édition touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. Ce lundi à 19h, vous retrouverez Émilie Rousseau à la présentation de votre journal. Je vous laisse avec la traditionnelle séquence flashback, tout ce qu'il s'est passé à cette même période les années précédentes. Passez une excellente soirée, à bientôt.